Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour fêter ces 100 ans du CERS. Pendant 1 heure, nous allons vous faire revivre l'histoire des entreprises du CERS, voir les chantiers, les priorités d'aujourd'hui, puis les grands enjeux pour demain, à savoir bâtir un avenir énergétique et numérique pour une société décarbonée. Pour m'accompagner, merci d'applaudir Jean-Pascal de Peretti. Bon anniversaire, Mister Présidente, comme chantait une actrice américaine il y a quelques années. Ça vous fait quoi d'avoir 100 ans? Moi, ça ne me fait rien, entre guillemets, si je puis me permettre. Non, ça ne se voit pas. Je crois que c'est important pour les équipes. C'est important pour tous ceux qui ont œuvré dans le CERS. Et d'ailleurs, je voudrais remercier il y a 3 anciens présidents dans la salle, là. Alors, je vais remonter dans le temps, et je ne vais pas me tromper. Guy Lacroix, que je connais un peu, Alain Ledu, que je connais un peu, et Bernard Vadon, que je connais un peu. Et c'est en leur nom et au nom des équipes, je pense que ce que ça donne, c'est un sentiment de fierté. Si le CERS a 100 ans aujourd'hui, ça veut dire que le CERS, pendant 100 ans, a une vraie valeur ajoutée pour ses adhérents, qu'il a été présent, toujours au rendez-vous pour les aider dans leur développement. Et donc, le sentiment premier qui vient, c'est un sentiment de fierté pour le travail réalisé. Alors, on vous a demandé à tous ce que représentait le CERS pour vous. On vous a adressé des mails ces dernières semaines. Vous nous avez répondu. Et regardez, le résultat va apparaître à travers un nuage de mots. En surbrillance, les réponses que vous avez été les plus nombreux à nous partager. Des maîtres mots qui sont partage, échange, solidarité. Jean-Pascal de Peretti, ça synthétise quoi, ces valeurs du CERS? Quand je lis ça, je lis des valeurs qui caractérisent, je pense, une organisation professionnelle. Donc ça, c'est un premier sujet de satisfaction. Le deuxième, c'est que quand on parle de valeurs, souvent on parle de valeurs réelles, de valeurs souhaitées, de valeurs projetées. Et au fond, là, j'ai envie de dire que les trois convergent entre ce que le CERS souhaite être, ce qui est perçu par les adhérents et j'imagine la réalité. Donc ça aussi, c'est très fort, c'est important et c'est ça qu'il faut poursuivre pour aider nos entreprises, pour aider nos adhérents dans ce qui se présente et qu'on va évoquer tout au long de cette soirée. Alors depuis 1922, le CERS a connu différentes appellations, différents logos. On vous les a rassemblés. Regardez, 1924, c'est le tout premier qu'on a retrouvé dans les archives du CERS. Il était question alors du syndicat des entrepreneurs de réseaux et de centrales électriques. 1960, ça s'est ouvert aux équipements industriels électriques. 1985, le CERS a regroupé les entrepreneurs de réseaux et de construction électrique. Et puis, la chaîne de valeur a été accrue, vous le voyez, avec le génie électrique à partir de 2001 et 2007, génie électrique et climatique, jusqu'à l'appellation que vous connaissez aujourd'hui sur les entreprises de la transition énergétique et numérique. Je vous propose d'entrer dans la toute première partie de cet anniversaire. Alors, une première partie consacrée aux réseaux et infrastructures électriques, cœur de métier historique. On va vous rafraîchir la mémoire en images avec une courte vidéo. Un grand merci à tous ceux qui nous ont adressé leurs contributions photos, vidéos. Il y avait beaucoup de matière, on a dû faire des choix, mais on espère que ce sera pareil pour vous. On est assez content du résultat. Regardez. « 1922. Pour alimenter chaque foyer, l'électrification à grande échelle, symbole de progrès, se développe en France. Le CERS aussi. Il s'appelle alors Syndicat des entrepreneurs de grands réseaux et de centrales électriques. Les entreprises du CERS emploient alors 10 000 ouvriers. À l'époque, seule une commune sur 5 est raccordée à l'électricité. Une politique d'aide et de subvention est mise en place pour accélérer l'électrification rurale. Les entreprises du CERS sont à pied d'œuvre. 20 ans plus tard, 97% des communes sont électrifiées. En 1946, l'électricité est nationalisée, les standards harmonisés. Après-guerre, le CERS compte déjà plus d'une centaine d'adhérents. En 1970, les entreprises du CERS comptent 50 000 salariés, 5 fois plus qu'en 1922. Avec le premier choc pétrolier en 1973, la France fait le choix de l'indépendance énergétique et mise sur le nucléaire, auquel les entreprises du CERS contribuent. 10 ans plus tard, la part du nucléaire atteint 75%, avec 58 réacteurs répartis sur tout le territoire. À partir des années 70-80, les bâtiments s'équipent de systèmes électriques et électroniques de plus en plus complexes. C'est aussi l'époque où l'industrie électrifie ses lignes de production, avant que l'automatisation et la robotisation ne se généralisent.
Les entreprises du CERS s'attaquent alors à de nouveaux grands chantiers d'infrastructures énergétiques et de communication, tels que le développement du téléphone fixe dans les foyers français et l'électrification des voies de chemin de fer, qui offrira au TGV l'essor que l'on connaît. Alors vous l'avez vu, le CERS est né avec l'éclairage public, les premiers appareils ménagers, et quand on voit les conditions de sécurité mises en place à l'époque, Jean-Pascal de Peretti, que de transformation et de prise de conscience en 100 ans. Oui, c'est vrai quand on voit cette échelle-là, 25 mètres de haut ou 30 mètres de haut, quelqu'un tout en haut de l'échelle sur une... Bon, on s'inquiète un peu. Construction un peu précaire, oui. Ça me semble comme ça. Mais je crois que ça, c'est important. Effectivement, c'est la première réaction quand je vois ce film, c'est de rappeler que pour nous, pour nos adhérents, la sécurité est essentielle, que jamais l'économique ne prend le pas sur la sécurité. Hein, et je crois que les résultats qu'on a aujourd'hui, qu'on présente aujourd'hui d'ailleurs, sont la démonstration de ça. On y travaille régulièrement avec tous nos clients. On y est très attentif. On sait qu'on n'a jamais fini. Mais c'est une caractéristique peut-être aussi de nos métiers, l'humain qui est au cœur de nos métiers, et du coup la santé et la sécurité qui est une vraie priorité. Un petit mot sur les grandes heures des entreprises du CERS. Comment est-ce que vous pouvez les résumer en quelques mots? Oui, alors il y en a eu tellement, au fond. Hein. Ce sont des entreprises extraordinaires, je crois. Du coup, j'ai été obligé de choisir, et ce que j'ai choisi, c'est d'insister sur leur rôle sociétal. Si vous regardez le poids de ces entreprises, les actions qu'elles ont menées, ben vous les retrouvez, on a bien vu dans ce film, dans l'électrification. Évidemment que c'est une évolution sociétale fondamentale. On les a retrouvées sur les infrastructures de transport, sur les infrastructures de communication. Elles sont aujourd'hui au cœur de la transition énergétique, à imaginer des solutions. Et je crois que ça, c'est très important parce que ça donne du sens à l'action de ces entreprises. Et donc, je crois qu'au travers de ces différentes transformations, et il y en a d'autres à venir, bien sûr, ben on fait l'illustration de ce qui a été quelques grandes heures, mais il y en a encore de très belles à venir. Alors j'imagine que vous êtes nombreux à vous demander comment est né le CERS, dans quelles circonstances. Vous êtes allés voir les archives, racontez-nous. Oui, alors j'ai cherché quelqu'un. Vous n'avez pas connu à l'époque. D'abord, j'ai cherché quelqu'un qui connaissait. Ouais. Parce que moi, hein, comme chacun peut le voir, je suis encore très jeune. Enfin, jeune. Non, alors le CERS, en fait, la naissance du CERS, je pense, c'est aussi une caractéristique de nos entreprises. Ce sont 7 entreprises qui ont ressenti le besoin de se réunir, et parce que l'esprit de progrès anime finalement toutes nos entreprises. Et elles ont ressenti le besoin de se réunir parce qu'elles avaient besoin de commissions techniques pour échanger sur les évolutions technologiques, et d'ailleurs ces commissions sont toujours là, hein, c'est encore une caractéristique du CERS. Elles avaient besoin de commissions pour travailler sur les évolutions réglementaires, et elles continuent dans ce domaine, et je dois souligner que chaque fois que je suis dans une organisation professionnelle, rarement je vois des organisations qui sont aussi proactives que le CERS. Le CERS, ce n'est pas une organisation qui est, j'ai envie de dire, contre une évolution, c'est plutôt à chaque fois comment je peux trouver une nouvelle évolution qui va permettre d'ouvrir de nouveaux horizons. Et puis, c'était aussi l'occasion de pouvoir structurer certains sujets avec des grands donneurs d'ordre, peut-être on en parlera tout à l'heure, la sécurité par exemple avec Enedis, des sujets d'attractivité qu'on travaille aussi avec Enedis. Et donc voilà les trois origines qui sont toujours présentes aujourd'hui. Alors, on citait tout à l'heure la profession. Ayons en tête qu'il y avait 5770 personnes dans ce domaine en 1922. Et aujourd'hui 350 000. Et en plus, quand on dit 350 000, moi j'ai 2 éléments que je trouve très intéressants. Le premier, c'est que les entreprises qui constituent le CERS aujourd'hui, ou qui constituent cette profession, à peu près la moitié de ces effectifs, ce sont des entreprises qui sont des leaders mondiaux dans nos métiers. On a les plus grandes entreprises de génie électrique et climatique aujourd'hui en France, dans le monde. Et l'autre moitié, ce sont des PME qui font preuve d'une très très grande agilité, avec une capacité à saisir des opportunités qui sont très fortes. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien le rôle du CERS que de les accompagner pour leur permettre de suivre ces évolutions. Donc, au fond, j'ai envie de dire, on voit bien là le formidable potentiel de développement qu'il y a et la mission du CERS pour accompagner l'ensemble de ses adhérents avec l'aide des groupes auprès des PME dans ce développement. Eh bien, on va leur donner la parole justement à ces entreprises du CERS sur les réseaux et infrastructures électriques, cœur de métier historique. Pour vous en parler, merci d'applaudir Antoine Jourdain, Olivier Allaise et Pierre Allouin. Prenez place, messieurs. Alors, je vous promets, après, les plateaux seront un peu plus féminins.
Mais là, on est dans la partie historique. Voilà, c'est ça. Et donc, Alors, merci à tous les trois d'avoir accepté d'intervenir hein, pour cet anniversaire. On va commencer avec vous, Antoine Jourdain. Vous êtes directeur technique chez Enedis. Que de chemin parcouru depuis 100 ans. Quel est votre regard? Effectivement, quand on voit les photos, c'est impressionnant. Au début, c'était quelques kilowatts qui étaient distribués juste pour quelques ampoules par-ci, par-là, puisque tout le monde n'avait pas d'électricité, même si les villes étaient connectées. Et donc, on est passé de quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Et puis maintenant, on a un réseau qui fait quand même 35 fois le tour de la Terre. Donc, c'est un réseau qui a été construit au fil des années. Et on continue à l'étendre, puisque chaque année, on investit entre 4 et 5 milliards d'euros, toujours sur les réseaux. Donc, on ajoute un tour de la Terre tous les 4 ans à peu près. Et on rénove un tour de la Terre à peu près tous les 4 ans. Donc finalement, plutôt que de parler en kilomètres, maintenant on parle en tour de la Terre. Ça montre un peu l'ampleur du chantier qui a été réalisé. Je pense que les entreprises aussi ont bien changé, les relations avec les entreprises ont bien changé. Vous parliez de la sécurité, on a signé des chartes de sécurité dernièrement. Je pense que la façon dont Enedis et dont les entreprises du CERS travaillent maintenant au quotidien ont bien évolué ces dernières années et on est plus, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire, on est plus des acteurs qui construisent le réseau de demain, chacun dans son domaine. Vous êtes, les entreprises du CERS sont leurs particularités, nous on a les nôtres, on est souvent le donneur d'ordre, la vie est organisée comme ça, mais on est au service de la construction d'un même objet. C'est ce que j'allais vous dire, voilà. Un donneur d'ordre, c'est la personne pour faire le boulot. Exactement, en même temps. Un même objet, donc on est partenaire et je pense qu'on a vraiment dans la vision de continuer à une démarche partenariale. Et quand on a l'occasion de pouvoir le montrer, un peu lors de la crise Covid ou lors, un peu en ce moment avec l'inflation, on essaye de faire ce qu'il faut. Voilà. Votre action, Jean-Pascal Perretier, au nom des entreprises du CERS? Je voudrais rejoindre Antoine. D'abord, merci, parce que ça fait toujours plaisir d'entendre de la part d'un client cette marque de reconnaissance. Et puis, je voudrais un peu faire le lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans le nuage de mots, on a vu les valeurs du CERS, mais il y a aussi les valeurs de notre profession, des adhérents. Et je mettrai comme quelques exemples, comme confiance, engagement, responsabilité. Et je pense qu'au quotidien, c'est la démonstration aujourd'hui avec Enedis qu'on est rentré dans ce mode de fonctionnement et qu'on déploie toutes ces valeurs sur le terrain. Merci à tous les deux. On va continuer de remonter l'histoire du CERS avec l'une de ses figures historiques. Je me tourne vers Pierre Allouin. Bonjour. Président du conseil de surveillance de Firalp. Vous êtes basé au nord de Lyon, à La Chassagne, administrateur du CERS depuis 2012. Et vous êtes fait une place dans le secteur des télécommunications, du gaz et surtout des réseaux électriques. Comment les entreprises de réseau ont-elles fait pour s'adapter en permanence? C'est pas une colle quand même. Je pense que, alors, moi c'est un peu particulier. Je suis rentré dans cette... Firalp est beaucoup plus connu par le nom de Sobeca. Et Sobeca a 50 ans, 52 ans. Et moi je suis rentré, c'est une entreprise que j'ai rachetée en 99. J'étais pas du métier. J'étais vraiment pas du métier. Vous étiez dans le transport, vous, auparavant? Je viens de la logistique. Ouais. Je viens de la logistique. Par contre, ce qui m'a beaucoup aidé dans ce métier, et qui a des marges légères, courtes, c'est effectivement mon analyse et toute l'organisation que nous avons mis sur les prix de revient et sur le suivi des chantiers. Et je dois dire que Enedis a toujours été le client principal de notre société. À une époque, il était à 60%, aujourd'hui, il est à 30% quand même. Donc, quand vous avez un client à 30%, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux parce que j'ai appris dans les affaires qu'il ne fallait pas que les clients prennent une place importante. Enfin, moins que quand il était à 60%. Mais disons que, bon, là, c'est un peu particulier parce qu'on travaille avec Enedis sur toute la France. Et Enedis nous a fait progresser. Enedis nous a fait progresser parce que Enedis est un très très bon acheteur, qui nous a obligés à nous remettre en cause, qui nous a suivis, qui nous a fait confiance aussi. Mais la confiance, ça se gagne. La confiance, ça se décrète pas, n'est-ce pas? Donc, du fait qu'on a toujours suivi, on a toujours été présent. On a fait des très gros efforts sur la sécurité, parce que Enedis est très attentif à la sécurité.
On a fait des très gros efforts sur la mécanisation. Et grâce à la mécanisation, on est arrivé à trouver des marges de manœuvre et des marges de rentabilité. On a toujours travaillé aussi avec notre personnel en propre. On n'a sous-traité aucun chantier, ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des résultats normaux avec Enedis. Et je dois dire en tant qu'entrepreneur, parce que je suis un fils d'entrepreneur et un entrepreneur avant tout, je dis merci Enedis. Merci Pierre Allouin. On va compléter par un témoignage d'Olivier Allez, président d'Allez et compagnie. Vous êtes aussi administrateur du CERS depuis 2006. La société a été créée par votre grand-père, Bernard. À l'origine, c'était dans la Manche, le Lot-et-Garonne et la Dordogne. Et puis, vous avez repris la société en 2006. Vous avez aujourd'hui 41 agences, 1200 salariés. Et votre société incarne aussi l'histoire du CERS à elle seule. En quoi votre métier a changé depuis la création du CERS en 1922? Alors, la société a été créée par mon grand-père en 1932, donc un peu plus jeune que le CERS. Et il y a eu quelques grandes étapes à l'époque. À la sortie de la guerre, outre la création d'EDF en 1946, c'était l'essor de l'électrification rurale. On nous appelait les lignards. Les lignards. Les lignards. Et beaucoup de petites entreprises se sont créées à cette époque-là. On citait beaucoup de villages non équipés. Les entreprises prenaient des Dodge de l'armée, des surplus de l'armée américaine pour s'équiper. Une autre évolution, ça a été dans les années 56, une campagne de passage du 110 volts au 220 volts qui a duré une quinzaine d'années. Et puis dans les années 80, la grande révolution du changement de l'aérien au souterrain, avec un apprentissage de la tranchée, une mécanisation différente, jusqu'à aujourd'hui avec la transition énergétique, voilà, beaucoup d'évolutions. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui? Alors, comme tout le monde, le recrutement est compliqué en ce moment. Nous sommes dans un secteur en tension. Et puis, de façon très proche, les prix, l'inflation qui nous a touchés en début d'année est un problème parce qu'il faut répercuter ces prix dans les prix de vente. Et voilà, ça c'est un combat. Alors on reparlera tout à l'heure de... Enedis nous a bien aidés. Voilà. C'est bien, il y a une vraie connivence là. Ça se passe bien, ça se passe bien. Merci Olivier Allez pour cette belle évocation. Antoine Jourdain, justement, hier vous apportiez l'électricité. Aujourd'hui, vous gérez plutôt l'équilibrage du réseau jusque chez les particuliers. Oui, alors dans cette grande aventure, on a pour nous l'élément notable récent, c'est l'installation des compteurs Linky. Bien sûr. On a installé 35 millions de compteurs en à peu près 5 ans, donc ce qui fait qu'on est un des grands opérateurs mondiaux d'opérateurs de ce qu'on appelle les smart grids. Et la première brique, c'est le compteur Linky. Et on voit bien qu'avec tout ce qui est en train d'arriver, la transition énergétique, le photovoltaïque, l'éolien, le véhicule électrique, les systèmes vont devenir de plus en plus intelligents, sur lesquels il va falloir qu'on équilibre un peu la boucle locale, bien entendu, sans prendre le rôle de RTE, qui sera toujours à la gestion de la fréquence et vraiment le responsable de l'ensemble de la stabilité du réseau. Mais de manière de plus en plus décentralisée, il va falloir qu'on gère ces énergies. Et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les smart grids. Donc les postes achetés à BT vont aussi devenir beaucoup plus smart. On a une alliance avec Intel, avec Iberdrola, avec d'autres opérateurs de distribution pour que ce soit plus simplement des standards purement français qui protègent le marché, qui ont cette vertu-là, mais qui ont des fois certains autres défauts. Donc on travaille beaucoup là-dessus, puisque avec l'électrification des usages qui a sacrément commencé, on l'a vu dans votre film. Aujourd'hui, l'électricité, ça fait 20 ou 25% de la consommation d'énergie primaire finale. On devrait plus que doubler, on devrait arriver entre 50 et 60% à l'horizon 2050. Donc on voit bien que les métiers de l'électricité vont croître fortement. Et donc il faut que notre réseau soit plus adapté.
que les usages véhicules électriques, PV, ce genre de choses sont beaucoup plus intermittents. Donc c'est ce qu'on appelle les smart grids, en fait, être capable d'équilibrer tout ça, de faire que vous déclenchiez la charge des véhicules électriques quand il y a plus de soleil. Enfin voilà, un peu tout. Et on a concouru l'année dernière à un classement, l'index de Singapour, qui classe l'ensemble des distributeurs dans le monde. Et alors, si j'en parle, c'est que on a gagné, voilà. Bravo. Ah, donc on est. On va l'applaudir quand même. Mais c'est pas nous qui avons gagné, c'est vous qui avez gagné, hein, parce que quand même les travaux, c'est vous qui les faites, hein, et c'est quand même globalement, essentiellement les entreprises qui font l'ensemble de ces travaux. Et c'est une grande reconnaissance pour la filière française avec les matériels français, l'intelligence qu'on met dans le système. Et on pense que, bon, bien entendu, il faut toujours rester modeste parce que ces classements, il y a quand même, c'est important, ça représente vraiment du travail de fond, hein, mais il y a aussi un peu de com. Mais on travaille activement pour avoir la deuxième étoile et puis voilà, pour montrer que vraiment le fond se poursuit dans les prochaines années. Alors l'un de vos prochains autres grands chantiers, c'est la distribution d'électricité sur tous les sites des JO. Parlez-nous-en un peu. Oui, alors voilà, là c'est aussi un enjeu assez fort. Il faut savoir que quand il y a un grand élément sportif mondial, qui passe à la télé en fait, tout est sur groupe électrogène. Donc quand vous regardez la finale du 100 mètres, elle est sur groupe électrogène. Parce que, bien par entendu, sécurité. Les télés ne veulent pas qu'il y ait une coupure de 5 secondes. Pour la finale du 100 mètres, c'est quand même un peu gênant. T'en fais 10, ouais, c'est ça. Puis on ne va pas les faire recommencer, parce qu'il y a une panne. Et donc tous les éléments, tous ces événements sont plutôt organisés par des très grosses entreprises, et donc qui se mettent sur groupe électrogène. Par exemple, la COP 21 était sur groupe électrogène. On a, avec le comité olympique, on a réussi à les convaincre que tous les événements seront sur le réseau. Donc ça va être une première mondiale. C'est-à-dire que c'est le réseau de distribution qui alimentera l'ensemble des sites et les télés de l'ensemble des diffusions des JO. Et en backup, on mettra des batteries. Donc ce qu'on appelle nos groupes zéro émission. En fait, c'est des groupes électrogènes qu'il suffit de dimensionner en fonction du nombre d'heures attendues et puis la puissance qu'on attend. Donc on en achète là quelques-uns, on commence à expérimenter. Et donc pour les JO, on sera prêt. On testera pour la Coupe du Monde de rugby en 2023. Et donc ça va être une première mondiale, les premiers groupes les premiers JO zéro carbone. Enfin, je ne sais pas s'ils seront exactement zéro, mais en tout cas pour l'alimentation des sites. Très très bas carbone. Ils sont très très bas carbone. Voilà. Okay. Et ça peut vous donner des idées aussi pour d'autres chantiers par la suite, non? Vous y pensez déjà? On travaille là puisqu'on travaille énormément sur la décarbonation, donc on a pas mal d'expérimentations pour regarder comment développer ce système de groupe zéro émission. On travaille sur l'hydrogène. Puisque on voit bien que quand vous avez des coupures, des tempêtes, ou ce genre de choses, une batterie, ça ne servira pas très très longtemps. Donc il faut être capable de refueler, donc avec de l'hydrogène. Donc on travaille là-dessus. Aujourd'hui, on commence à avoir des choses qui sont concluantes pour des petites durées quand même, parce que l'hydrogène c'est quand même un peu compliqué. Et puis si vous amenez un smearboard de bouteilles d'hydrogène dans un village parce qu'il y a une coupure, ça va commencer à être un peu difficile. Mais on commence à travailler sur ces choses-là. Et donc on prépare tous ces sujets. Bien, merci beaucoup. Merci à tous les quatre pour la qualité de vos interventions. Je vous propose à présent de continuer à remonter le temps avec une deuxième partie que nous allons consacrer, vous le voyez, au tournant des années 90 des réseaux, usages et services. Pour vous en parler, j'invite à nous rejoindre Gauthier Louette, Hervé Adam et Tristan Vuillier. Allez-y, prenez place. Merci à tous les trois d'accepter de nous partager vos éclairages. On va se replonger tout d'abord dans le contexte des années 90 avec quelques images. Regardez.
Eh bien, on va commencer par vous, Gauthier Louette, président de SPI, administrateur du CERS depuis 2003. Vous êtes polytechnicien, je crois d'ailleurs savoir que vous avez une camarade de promo assez connue. Oui, dans le cadre de la féminisation des professions, j'ai une camarade de promotion qui est devenue première ministre, effectivement. C'est pas mal. Vous avez intégré SPI en 86 en tant qu'ingénieur et puis maintenant vous en avez pris les commandes. Quel a été pour vous le tournant des années 90 ? En quoi votre métier a changé ? Je pense que c'est une époque où d'abord, comme on l'a vu d'ailleurs sur quelques exemples, le contenu de nos métiers dans les différents ouvrages a considérablement progressé. D'une part, c'est aussi une époque où nos entreprises sont intéressées de plus en plus aux activités de maintenance. Et ça nous a beaucoup rapprochés de nos clients. C'est enfin une époque où nos entreprises aussi se sont énormément développées dans les infrastructures de systèmes de communication. Donc vraiment une époque d'enrichissement et de diversification de notre profession. Hervé Adam, vous avez commencé votre parcours professionnel chez GTIE, qui est devenu depuis Vinci Énergie. Vous avez été tour à tour responsable d'affaires, chef d'entreprise, directeur. Ça fait 11 ans que vous êtes directeur général de la division Vinci Énergie France. C'est ça. Administrateur du CERS depuis 2011, vice-président du CERS depuis 2020. Pour vous, quelles sont les évolutions les plus notables ? Pour moi, ce qui est le plus important, et on le voit d'ailleurs au travers des 2 films qu'on a vus, c'est qu'aujourd'hui, nos offres sont à la fois plus globales et plus engageantes. Alors, plus globales, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a évolué en amont avec l'ingénierie et la conception, mais aussi en aval, comme ça a été dit, avec la maintenance et même parfois avec l'exploitation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des offres engageantes aussi ? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à même, sur un certain nombre de contrats, à nous engager, à faire des engagements de performance ou des engagements de résultats. Un engagement de production, par exemple, dans un site industriel, où on s'engage à ce que les équipements que l'on fournisse produisent un certain nombre d'équipements à l'heure, à la minute, etc. Mais c'est aussi la consommation énergétique d'un bâtiment sur lequel on peut s'engager, le productible, une installation de production d'énergie, ou la réduction, par exemple, de la consommation d'un réseau d'éclairage public. Alors, pour le dire en synthèse, je crois qu'on est passé en fait de réalisateur à concepteur de solutions plus globales avec des engagements de performance. Ce qui vous a permis aussi de mieux vous positionner sur la chaîne de valeur. Oui, en plus, au-delà de tous les aspects techniques et technologiques, c'est beaucoup plus responsabilisant et c'est aussi beaucoup plus valorisant et beaucoup plus motivant. Quoi de plus valorisant pour un ingénieur, pour un responsable d'affaires, pour un technicien chez nous, d'arriver à gagner la confiance d'un client pour devenir son interlocuteur unique qui conçoit, qui réalise, qui maintient une usine, un bâtiment, un réseau d'énergie ou un réseau de télécom. Ça permet à nos clients de se consacrer à leur cœur de métier, qui est de produire un équipement industriel, qui est de distribuer de l'électricité, par exemple, ou de stocker des données informatiques. Voilà. Et donc, notre but, c'est faire en sorte que les assets de nos clients ils soient bien conçus, bien dimensionnés, bien entretenus et disponibles quand il y en a besoin avec la performance attendue. Alors, on va voir ensemble ce qu'attendent les clients des entreprises du CERS. C'est la deuxième question que nous vous avons posée. Quelles sont, d'après vous, les attentes des clients des entreprises du CERS ? Et vous le voyez, dans le nuage de mots sont mis en avant les mots de proximité, réactivité, expertise, accompagnement. Gauthier Louette, ça correspond aux attentes que vous pressentez de vos clients ? Oui, très clairement, comme on l'évoquait, l'intimité avec les clients, la compréhension intime de leur process est vraiment fondamentale. Je pense qu'il y a des attentes fortes aussi en termes de performance, en termes de fiabilité. Alors, les activités de maintenance nous ont également beaucoup rapprochés de ces sujets-là. Quand on fait la maintenance, par exemple, des réseaux de radars de contrôle de vitesse en France, le taux de disponibilité est de plus de 99%, donc on ne peut pas compter dessus pour que ça soit en panne le jour où on va trop vite. Ou bien quand on fait la maintenance d'un data center, alors pas ceux d'OVH qui sont construits différemment, mais beaucoup de data centers ont besoin d'énormément de climatisation, et si la clim tombe en panne, en moins d'une heure, la température dépasse les 50 degrés. Vous perdez les serveurs et éventuellement les données. Donc tous ces enjeux de résultats sont devenus prépondérants dans notre métier aujourd'hui, et ils passent vraiment par une connaissance approfondie des installations des clients. Avec une vigilance aussi, Hervé Adam, pour les clients de vos clients. Oui, alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est vrai qu'on est passé, comme je disais tout à l'heure, de réaliser un besoin donné par un client, mais aujourd'hui, nos clients, c'est quoi ?
Ben, les clients de nos clients, c'est par exemple quand on fait un bâtiment, ce sont les occupants. Les occupants, ce n'est pas eux qui nous passent une commande, ce n'est pas eux qui dimensionnent le bâtiment, mais c'est très important pour nous d'anticiper les attentes de ces occupants pour faire en sorte que le bâtiment satisfasse également leurs besoins pour que notre client direct, lui, soit satisfait. C'est la même chose, par exemple, avec les collectivités locales, où finalement le client de nos clients, qui peut être un directeur de service technique d'une collectivité, par exemple, eh bien, ce sont les citoyens eux-mêmes. Et les offres que l'on propose, on a vu tout un tas d'exemples au niveau de la Smart City, etc., eh bien, prendre en compte les besoins des citoyens pour proposer des solutions qui anticipent aussi les demandes de nos clients. Ça, c'est une évolution extrêmement importante qui n'est pas uniquement technique, mais qui est aussi une évolution en termes de positionnement et en termes d'approche commerciale. Alors, une illustration des attentes des clients avec vous, Tristan Vullier. Vous êtes chez OVH Claude et vous occupez de la partie environnementale. Quelles sont vos attentes vis-à-vis des entreprises du CERS ? Alors vous avez bien compris ces attentes. On en parlait avec les équipes des coins. La réactivité, c'est quelque chose d'assez intéressant. On a une croissance des usages du numérique qui est très forte et qui est parfois plus forte avec la consommation d'électricité qui croît de manière exponentielle, plus forte que la capacité des réseaux à suivre cette croissance-là. Donc parfois on a près des data centres des travaux dédiés pour l'alimentation électrique des centres de données parce qu'on est obligé d'aménager les alentours pour répondre à la demande croissante des usages. Donc ça, c'est une première attente. Et l'autre, on a besoin d'électricité. Alors, pas de climatisation, en effet. On a les serveurs qui sont refroidis avec un refroidissement à eau en circuit fermé, donc qui permet d'utiliser peu d'eau. Et le facteur limitant, finalement, dans la température d'un centre de données, c'est les serveurs à partir d'une certaine température, mais avant ça, c'est les conditions de travail des hommes qui sont dans ces centres de données. Au-dessus de 30-35 degrés, ça devient compliqué de travailler. Donc en fait, ça va devenir ça le facteur limitant. Comment fait-on pour héberger des données avec un bon bas bilan carbone ? Alors ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, nous, on regarde en fait dans notre bilan carbone l'ensemble des 3 scopes. C'est le scope 2 et le scope 3 qui vont représenter la majorité de notre empreinte. Le scope 1, on a un peu de climatisation, surtout dans les bureaux, et on a les générateurs de secours. Donc, comment on fait pour s'en séparer ? On a parlé des batteries, on peut parler aussi de remplacer des batteries avec des volants d'inertie, on a les questions de l'hydrogène. Mais bon, ça, c'est 2 ou 3% de notre empreinte. Le scope 2, ensuite, donc les émissions liées à notre consommation d'électricité, ça va représenter à peu près 40% de notre empreinte. Et là, ça va dépendre de la qualité de l'électricité ou plutôt de son taux d'émission de gaz à effet de serre par kilowattheure. Donc si on a des centres de données majoritairement en France et au Québec, comme c'est le cas pour OVH Cloud, on a de la chance parce que par design, on a peu d'émissions de gaz à effet de serre. Mais si on va regarder dans les autres pays et qu'on va en Allemagne, en Pologne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, là, la facture va monter et ça devient dur d'avoir des services bas carbone sans approvisionnement renouvelable. Et enfin, le troisième point qui est le plus important, c'est le scope 3. Et là-dessus, c'est les composants en fait, qui ont le plus d'impact. Donc sur un serveur, 80% de son empreinte environnementale, juste en termes de CO2, c'est la fabrication des composants. Donc ça veut dire que oui, c'est possible en fonction des composants. Exactement. Donc là, il y a 2 options. Soit j'allonge la durée de vie, et donc j'utilise mes serveurs jusqu'à 9, 10 ou 11 ans. Et donc je capitalise sur une infrastructure déjà existante. Soit je mets en place un système de réparation. Donc nous, on a une reverse supply chain, c'est-à-dire qu'on assemble nous-mêmes tous les serveurs avec des composants qui viennent de stock. Et en fin de vie, les serveurs reviennent en centre de production. Donc on en a un qui est à Croix, près de Lille, et un qui est à Beauharnois, près de Montréal. Et tous les serveurs sont dépoussiérés, parce que 7-8 ans, il y a un peu de poussière dessus, sont désassemblés à la main, et tous les composants sont testés et sont ensuite remis en stock. Et donc ça nous permet de capitaliser aussi et de diminuer l'empreinte environnementale qui est embarquée par la fabrication de ces composants. Merci beaucoup Tristan Vullier pour votre témoignage. Alors on l'a vu, les entreprises du CERS proposent aujourd'hui des solutions de plus en plus complexes, avec donc ce défi des années 90, la prise de conscience environnementale. Comment est-ce que vous faites, Hervé Adam, pour concilier performance, efficacité énergétique ? Alors je crois que tout d'abord, l'efficacité énergétique, c'est au cœur de toutes nos offres. Il n'y a pas aujourd'hui une offre que l'on propose où il n'y a pas une préoccupation liée à ça. Et ce qui est important, comme ça a été dit au travers de l'exemple des data centers, c'est qu'on peut agir sur 2 leviers principaux. Le premier, c'est le choix des équipements. La consommation d'un équipement, de savoir comment il est dimensionné, la bonne dimension par rapport à son utilisation.
on sait bien que c'est extrêmement important. Mais le deuxième axe, c'est le pilotage de ces équipements. Faire en sorte qu'ils fonctionnent au bon moment uniquement. Et ça, on sait bien que, par exemple, dans une installation, dans un bâtiment comme celui-ci, 1 degré de plus ou de moins, c'est 7% de plus de consommation d'énergie. On le voit aussi dans d'autres domaines où le fait d'utiliser d'une manière optimale l'équipement permet de jouer énormément sur sa consommation. Et c'est là probablement où il y a le plus de ROI, parce que le pilotage, ça ne coûte pas très cher et ça apporte, je dirais, beaucoup en termes d'efficacité énergétique. Et comme ça a été dit, il y a aussi un troisième élément, un troisième levier, c'est la durée de vie des équipements. Et là, ça passe par de la maintenance optimisée et parfois même aujourd'hui des propositions de maintenance préventive. Gauthier Louette, est-ce que vous pouvez nous présenter votre regard sur l'avenir de la profession? Moi, je suis très frappé par l'importance que prend notre profession dans le monde d'aujourd'hui. Et tout récemment encore, les événements d'Ukraine, etc., ont vraiment provoqué une nouvelle accélération. Si je prends l'exemple des énergies bas carbone, aujourd'hui l'Allemagne veut doubler sa production d'énergie éolienne et quadrupler sa production d'énergie solaire. À chaque fois, l'ordre de grandeur, c'est l'équivalent de la production du parc nucléaire français. Et en France, justement, le nouveau programme nucléaire correspond à peu près à la moitié du programme historique. Et là, on parle juste du sujet de la production d'énergie carbone. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, l'efficacité énergétique, la mobilité propre, les systèmes numériques. Donc, ça fait 20 ans que je dirige l'entreprise, qui au passage a été créée 20 ans avant le CERS, donc on a au moins économisé 20 ans de cotisation, c'est déjà ça. C'est mesquin. On est prêt à payer les arriérés. Là. Donc, ça fait 20 ans que je dirige cette entreprise, je n'ai jamais vu un tel essor. Et je pense que ma génération a au moins un mérite, c'est pas moi, c'est ma génération, a un mérite d'avoir établi le sujet du changement climatique. Et la génération des jeunes ingénieurs ou des jeunes ingénieurs, eux, qui nous rejoignent, c'est la dernière à avoir la possibilité de lutter efficacement et de préserver à peu près la planète. Et vous leur mettez un peu la pression, hein, s'il y en a dans cette salle. Oui, mais c'est comme ça. Et c'est une réalité. Et je pense que justement, ce qui est extraordinaire dans nos métiers, c'est que vraiment, on peut faire quelque chose, on peut apporter une différence, on peut changer. Et on a une vraie contribution. Donc je pense que c'est une grande chance qu'il y ait des électriciens aujourd'hui pour sauver la planète. Merci beaucoup. Hervé Adam, un dernier mot pour conclure? Oui, effectivement, moi je crois que, comme le disait Gauthier à l'instant, les défis que les générations futures ont à relever sont de nature complètement différente de ceux que nous avons eu à relever les générations précédentes. Les défis du passé, c'était des défis essentiellement techniques et technologiques. On a vu toutes les évolutions de technologie, les propositions d'offres. Le sujet aujourd'hui de la transition environnementale, ça génère d'autres enjeux, des enjeux sociaux et des enjeux sociétaux. Et ces enjeux-là, ils ne seront pas résolus simplement par la technique. La technique, elle va y contribuer, elle va apporter des solutions, mais ces solutions ne seront pas suffisantes. Les générations d'aujourd'hui, elles sont en train de prendre conscience de manière très concrète qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les ressources, je dirais, sont finies, que ce soit les matières premières, que ce soit le CO2 qu'on est capable d'émettre dans l'atmosphère, que ce soit l'énergie, etc. Et ça change tout. Et je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qui est un véritable nouveau défi, qui est inédit à l'échelle de l'histoire, même si on remonte encore plus loin que 100 ans en arrière. Merci à tous les trois, on peut vous applaudir. Merci pour la qualité, la richesse de vos interventions. C'est une transition, je vous laisse rejoindre vos fauteuils. C'est une troisième et dernière partie que nous allons consacrer à bâtir l'avenir énergétique et numérique pour une société décarbonée. Pour nous projeter dans le monde de demain, j'invite à nous rejoindre Anne Bloas-Cacot, Marion Jovanovic, Élodie Ferré, ainsi que Pierre Van Stoof-Legat. Ah, on accueille 4 jeunes, pardon. Personne? Non? Vous m'avez pris mon siège alors? C'est ça? D'accord, si vous voulez, comme vous voulez, on peut changer. Juste avant,
pour rentrer dans ce thème, je vous propose de regarder un court montage de Françoise Medrazzi. Oui, on a fait court. Ouais. Alors, vous avez entendu juste avant cette vidéo Gauthier Louette, vous avez un peu la pression, mesdames. Vous me permettez, Pierre Vantsoulia, de commencer par L3. On va commencer par Anne Boas-Cacot. Je peux donner votre âge? Bien sûr. 33 ans, 11 ans d'expérience. Vous avez commencé chez Total et Europlasma. Vous êtes depuis plus d'un an responsable d'activité dans le renouvelable solaire chez Eiffage Énergie Système à Bordeaux, c'est ça? C'est ça. Comment est-ce que vous êtes retrouvé à ce poste? Alors moi, je suis ingénieure en génie des procédés de formation. J'ai toujours travaillé dans les énergies en tant qu'ingé process, chef de projet et aujourd'hui responsable d'activité dans des domaines variés, que ce soit la gazéification des déchets, la cogénération et aujourd'hui le photovoltaïque. Et le renouvelable, ça a été une envie, un hasard? Alors au début, ça a été un heureux hasard et aujourd'hui, c'est plus une vocation. Et vous en êtes fier? Oui, bien sûr. Marion Jovanovic, vous travaillez dans le nucléaire, hein? Oui. Ingénieur méthode et industrialisation et responsable de l'école de ventilation nucléaire. Vous avez 2 casquettes. Comment vous êtes retrouvé à ce poste? Eh ben, très rapidement, donc, déjà parce qu'au lycée j'aimais bien les maths et la physique. Du coup, je me suis orientée vers une école d'ingénieur sans savoir précisément quel métier je ferais plus tard. Et puis après, c'est au cours de mes stages en école d'ingé que j'ai intégré une entreprise de Vinci Énergie, avec laquelle ça s'est très bien passé. J'ai été très bien accompagnée et formée. Et donc, ça s'est construit un peu comme une vocation aussi au cours du temps. Et puis, donc maintenant, j'ai rejoint le groupe Equans depuis 2 ans. Voilà, pour résumer. Merci. Élodie Ferré, vous êtes ingénieure chez SPI Facilities. Tout à fait. Votre choix de ce secteur, alors, hasard ou envie? C'est la même question que Alors pour Anne. finalement au début un peu le hasard, mais c'est au travers finalement de ma formation, puisque j'ai fait une formation dans la maintenance multitechnique et facility management, où j'ai pu, au travers de cette formation, faire de l'alternance, ce qui m'a permis en fait d'avoir un horizon un peu des différents métiers qu'on pouvait toucher. Et donc au fur et à mesure, donc à l'issue de mon diplôme, j'ai pu traverser différentes entreprises, clients, bureaux d'études, bureaux de conseil, et à l'issue, j'ai pu travailler, en tout cas au sein du groupe SPI. Où je suis arrivée en tant que responsable d'affaires, puisque j'avais une envie de commencer à manager une équipe de techniciens. Donc j'ai eu cette opportunité-là au sein chez un très grand client. Lequel? Dites-le tout. Au sein de Sony Music, donc, qui se trouve au sein de Paris 8, qui est toujours d'ailleurs un client fidèle au groupe SPI. En 2017, à la création de SPI Facilities, j'ai eu l'occasion à la fois d'avoir une mobilité de poste et géographique, et donc j'ai rejoint la partie commerciale sur la région sud-est. Et comment s'est opéré votre recrutement? Alors, le recrutement s'est fait par mon envie en fait d'aller côté opérationnel, et au travers finalement du réseau des différents acteurs qu'on peut trouver dans la salle. Ça a été plutôt du bouche à oreille finalement au travers de mes managers, et donc l'opportunité s'est créée. Quel est l'enjeu environnemental dans votre quotidien?
Alors finalement, elle est très quotidienne au travers de nos clients, puisque dans l'ensemble de nos offres en tant que commercial, on a cette demande quotidienne. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a un vrai impact chez eux. Donc, au travers, bien sûr, au travers de la performance énergétique, avec une réduction des consommations énergétiques du bâtiment, mais ça va bien au-delà de cet accompagnement de nos clients. On tend vraiment vers une transition énergétique, donc avec une neutralisation du carbone, et donc avec des propositions de nouveaux enjeux, de nouveaux projets. Donc ça peut être voilà, de la mise en place de bornes électriques, de la mise en place de panneaux photovoltaïques, de plantation d'arbres. Et on va bien au-delà. Et dans l'avenir, je pense qu'on va aller encore sur de nouvelles dispositions. Pour vous, Marion, qui a travaillé donc dans le nucléaire, cette préoccupation de l'environnement, ça se concrétise comment ? Alors, donc, au-delà de la prise de conscience, on va dire, individuelle sur les émissions de CO2, sur le tri des déchets, etc., pour parler plus spécifiquement du nucléaire, c'est vrai que nous, on est dans un domaine qui est un petit peu entre deux mondes. Et moi, je vois vraiment comme un domaine qui nous permet d'avoir comme du répit, en fait, pour la transition énergétique. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut produire aujourd'hui comme électricité, qu'on produit avec du nucléaire plutôt qu'avec des centrales, charbon, gaz, etc., c'est ça de gagner en termes d'émissions de CO2. Et ça doit être vraiment quelque chose qui accompagne la transition énergétique vers des énergies renouvelables de plus en plus développées. Alors, en préparant cet anniversaire, vous me disiez aussi que vous étiez très sensible à la destruction du vivant. Oui, c'est vrai qu'en fait, quand on me pose la question des préoccupations environnementales, c'est vrai qu'on a beaucoup en tête les émissions de CO2, les déchets, etc. Et c'était pour ajouter une petite remarque sur le fait que les scientifiques aujourd'hui nous alertent de plus en plus sur ça aussi, sur la destruction du vivant. Et c'est une question que je lance un petit peu ouverte sans prétendre avoir la réponse à ce qu'on peut faire un peu comme un pavé dans la mare en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'on voit bien que c'est difficilement compatible aujourd'hui avec les projets qu'on fait, avec nos façons de travailler. Et en même temps, si on ne prend pas des mesures très tôt, de toute façon, cette question va nous revenir dans quelques années de manière très forte. Donc voilà, c'était pour sensibiliser un peu aussi à ça. Alors, on a beaucoup parlé de la question du recrutement tout à l'heure. Quel est votre regard à vous ? Comment est-ce qu'on peut attirer plus de jeunes dans ce secteur ? Ben justement, je pense que déjà en donnant du sens à notre métier, donc notamment en ouvrant des perspectives de ce côté-là. Après, c'est vrai que nous, on a beaucoup de difficultés à recruter, à motiver les jeunes, à s'impliquer en fait dans nos métiers. Par contre, c'est vrai que autant dans la filiale dans laquelle je suis, puisque je suis responsable de l'école de ventilation nucléaire d'Axima, nucléaire, et en fait, par exemple au sein de notre groupe, mais je pense que ça ne concerne pas uniquement notre groupe, très récemment, on a vu fleurir, entre guillemets, de plus en plus de centres de formation interne. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on met en place petit à petit, notamment essayer de créer des parcours, par exemple, avec les alternants, pour vraiment les accompagner vers nos métiers. Et voilà, on ressent que de plus en plus, il va falloir former les gens à l'intérieur de l'entreprise, voilà, mieux les accompagner. Alors Anne Blois-Cacot, vous, plus qu'attirer les jeunes, vous avez du mal à conserver vos équipes. Oui, effectivement, le recrutement, c'est effectivement un vaste sujet pour nous aussi. Comme vous disiez, le photovoltaïque, c'est un domaine qui est très attractif, qui est très dynamique, donc on arrive à recruter des jeunes. Par contre, notre force, c'est aussi notre faiblesse, parce que les talents qu'on recrute, en fait, ils sont dragués constamment par nos clients, nos concurrents ou nos sous-traitants. Et donc, ils partent vers 35 ans ? Oui, alors vers 35 ans ou même un peu plus tôt, vers 30 ans, quoi. Une fois qu'on a investi du temps et de l'énergie pour les former, c'est ça. Bon. Vous êtes sereine pour l'avenir, Élodie ? Oui, tout à fait, parce que je pense qu'aujourd'hui, nos métiers sont aussi des métiers d'avenir. Aujourd'hui, l'ensemble, on touche tellement de dispositifs, on a pu le voir au travers des différentes vidéos, dans notre quotidien même personnel. Donc oui, après, aujourd'hui,
on en a discuté encore longuement, c'est d'aller chercher ces jeunes. Aujourd'hui, il y a encore une idée vieillissante quand même de nos métiers. Donc on essaye de dynamiser cela donc, au travers aussi de forums de recrutement. On essaye d'aller dès le collège aussi présenter nos métiers. Donc on essaye voilà, de toucher un peu tous les niveaux scolaires pour leur montrer que les métiers d'hier, de leurs parents, de leurs grands-parents, ne sont plus les métiers d'aujourd'hui et ne seront sûrement pas les métiers de demain. Ici. Oui, allez-y, je voulais juste ajouter aussi, en phase avec la question comment on attire les jeunes, je pense qu'aussi, en lien avec ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai vraiment l'impression de ressentir dans l'industrie du nucléaire, mais je pense que c'est pas que nous, on est vraiment à une période où le virage de la digitalisation est encore en cours et on est vraiment entre les savoir-faire métiers et tout ce qu'on peut faire maintenant avec les outils de digitalisation. Et voilà, je ne sais pas si ça peut parler suffisamment aux jeunes, mais personnellement, je trouve que c'est passionnant au niveau de nos métiers, en fait, de bien comprendre les besoins purement métiers et de les mettre en face de ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de digitalisation et d'accompagner les projets. Voilà, c'est passionnant au quotidien. Une dernière question pour vous, Anne Blascaco. Pourquoi il n'y a pas plus de femmes dans le secteur ? Ça aussi, moi j'ai le droit à tous les vastes sujets. Du coup, effectivement, il y a très peu de femmes représentées dans nos métiers, mais il y a aussi très peu de femmes représentées dans les écoles, dans les études supérieures. Du coup, il y a un gros travail à faire aussi pour attirer les jeunes dans ces domaines-là. Eh bien, merci beaucoup à toutes les trois. On peut vous applaudir pour vos témoignages, votre vision de l'avenir. On va voir avec vous Pierre Vanceuf-Légat, président de Bouygues Énergie Services, administrateur du CERS depuis 2019. Comment bâtir l'avenir énergétique et numérique pour une société décarbonée ? Un mot d'abord pour caractériser les évolutions futures des entreprises du CERS. C'est la question que nous avons posée aux adhérents. Et voici vos réponses à travers le nuage de mots. Vous les voyez. Engagement, décarbonation, agilité. C'est aussi votre conviction, Pierre Vanceuf-Légat ? Oui, c'est évident. La décarbonation, c'est le cœur du métier. Juste avant, je voulais remercier mes collègues ici. Ça fait plaisir de voir une telle énergie, une telle envie. Puis elles ont tout dit, donc je vais pouvoir rentrer tranquillement plus tôt. Boire un verre avant. Boire un verre, ouais, effectivement. Ouais. Donc merci. J'étais hier au salon Vivatech. Donc c'est le salon de l'innovation, des startups. Hein. C'est un monde merveilleux où les chefs d'entreprise sont bronzés en short, donc ça fait envie. Et il y avait un mot principal qui était décarbonation. Donc c'est un peu l'avant-scène de ce qui vient dans 5-6 ans et là, donc décarbonation. Puis le deuxième aussi qui était très fort, c'était électricité. Tout le monde était en train de parler de l'électricité comme l'énergie et les batteries, tout ce qui va autour. Donc on voit bien que nos métiers sont au cœur de ces problématiques de décarbonation, d'électricité, de tout ce qui va autour. Et clairement, c'est l'avenir et ça nous tire. Donc finalement, on est un vieux métier, 100 ans, mais on vient de prendre un sérieux coup de jeune récemment. Et y compris, comme l'évoquait Gauthier, les guerres, les crises, tout nous redonne un coup de jeune et une capacité d'aller de l'avant. Alors, on parlait du problème de recrutement tout à l'heure, 10 000 postes, 10 000 emplois à pourvoir. Pourquoi c'est si difficile de les trouver ? Ouais, je pense qu'on a une image qui est assez négative, qui est plutôt une image très TP, très métier masculin, lourd, costaud, 2 cerveaux, un muscle. Donc globalement, cette image, on doit tous travailler pour la changer. On doit beaucoup plus travailler aussi effectivement sur les écoles, sur l'accompagnement, sur l'alternance, qui je pense est un enjeu majeur pour nous, pour faire découvrir, faire connaître nos métiers. Beaucoup de nos métiers ne sont pas connus, et donc le premier enjeu, c'est de les faire connaître. Et puis passer me semble-t-il, cette passion, cette envie qu'on vient d'entendre, on fait des métiers exaltants, passionnants, et puis quelque part, on change le monde tous les matins. Tous les matins, on change chez nos clients le monde. C'est pas donné à tout le monde, donc je pense qu'il faut qu'on soit capable de passer ce message pour attirer un peu plus de jeunes, et de moins jeunes d'ailleurs aussi. Et puis le dernier point, c'est aussi attirer un peu plus de femmes, on vient de l'évoquer. On vient de vivre sur les 100 dernières années en considérant qu'on pouvait se contenter de la moitié de la population, les hommes. Donc il va falloir qu'on bouge un peu pour aller récupérer l'autre moitié de la population pour faire nos métiers, parce qu'il y a de la place pour les femmes. C'est pas qu'un métier d'homme avec des contraintes physiques. On a aujourd'hui des métiers qui ont beaucoup évolué sur les 20 dernières années, qui demandent de la technicité, qui demandent plein de savoir-faire, y compris dans des métiers de chantier ou de maintenance. On a aujourd'hui de plus en plus de techniciennes. Donc un gros travail devant nous. Merci beaucoup Pierre Vanceuf-Légat, on peut vous applaudir. Merci à tous pour vos regards et vos interventions enrichissantes.
On va accueillir le président de Peretti pour conclure sur les belles raisons d'espérer des entreprises du CERS. Voilà, le retour. Alors, peut-être juste un petit mot avant. D'habitude, on ne fait pas quelque chose de centré sur nous, mais 100 ans, c'était l'occasion de parler de nous par nous et de se faire un peu plaisir. Et je crois que c'était important de se faire ce plaisir. Et puis j'espère qu'au travers de tout ce qu'on a entendu cet après-midi, ça vous a permis de rêver un peu sur l'évolution et le futur de nos métiers. Alors, une conclusion, c'est forcément un raccourci, donc j'aurai quelques éléments que je vais piocher. Je ne voudrais pas reprendre tout ce qui a été dit avec la richesse de ce qui a été dit. Je voudrais commencer par remercier d'abord vous tous d'être présents aujourd'hui. Je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé cet événement. Et puis je voudrais bien sûr remercier tous nos intervenants et qui ont eu des interventions de grande qualité. C'est toujours très difficile de parler de nos métiers. Quand on commence à rentrer dans les dimensions techniques de nos métiers, on perd très vite notre interlocuteur qui dit « mais attendez, je ne comprends rien de ce que vous faites ». D'ailleurs, je me souviens, ça c'est une expérience professionnelle personnelle, je présentais un conseil d'administration, je ne vous dirai pas lequel, mais certains auront deviné nos métiers. Et là, il y a un administrateur qui me dit « mais au fond, votre truc, c'est le sous-sol du bazar de l'hôtel de ville ». Bon. Mais en même temps, il me faisait plaisir parce que ça montrait la capacité qu'on a à faire plein de choses, mais ça montre aussi la difficulté qu'on a à présenter ce qu'on fait, et ce n'est pas sous le plan technique en général qu'on l'a fait. Alors moi, je voudrais retenir 4 grands points, enfin, au fond, en parlant de nos métiers. Le premier, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, sur les grandes évolutions sociétales et sur la capacité de nos entreprises à être présentes, à accompagner ces évolutions, à toujours s'organiser, et elles l'ont démontré plusieurs fois, et avoir une grande souplesse d'ailleurs, parce que quand on raisonne sur la partie réseau de communication, on sait qu'on a eu des périodes d'activité extrêmement fortes, puis des périodes plus faibles derrière, et nos entreprises ont toujours su répondre présent et être là pour pouvoir satisfaire aux besoins. Le deuxième sujet, au fond, c'est l'agilité de nos entreprises. Et je trouve qu'il est particulièrement illustré par l'évolution sur la chaîne de valeur. Tout à l'heure, Hervé présentait ça, notre capacité à être monté sur la partie conception, à aller jusqu'à l'exploitation, à faire des offres maintenant qu'on appelle des crèmes, conception, réalisation, exploitation, maintenance, à prendre la responsabilité de ces offres en étant capable d'assumer les conséquences du non-respect d'engagement, parce que ce sont aussi des offres performantielles. Donc ce deuxième point très fort que je voudrais évoquer, c'est cette logique d'agilité. Le troisième point, et ça a été dit aussi là par Gauthier, c'est l'intimité avec nos clients. Nous sommes présents sur tout le territoire. Je ne sais pas combien d'agences représentent l'ensemble de nos entreprises sur le territoire, mais nous avons développé partout une relation d'hyper-proximité avec nos clients. Alors, on peut même mettre dans certains cas, je me souviens, on évoquait ça, à mieux connaître l'installation que notre client lui-même, parce qu'il a perdu un certain nombre de savoir-faire, mais que nous, on est là tous les jours. On intervient tous les jours en exploitation, en maintenance, et on connaît précisément ces installations-là. Et cette proximité avec nos clients, ça va jusqu'à discuter avec lui de ses réflexions stratégiques, de ses besoins, et d'être capable de lui faire des offres spécifiques. Et de rentrer, et ça a été dit, je ne sais pas si le mot a été prononcé tout à l'heure, mais de rentrer dans une compréhension des usages. Quand on parle des clients de nos clients, quand on parle de cette proximité avec nos clients, c'est parce qu'on comprend l'usage et qu'on va construire des solutions dédiées aux usages. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, il est un peu personnel, c'est aussi ce qu'a évoqué Pierre dans cette dernière table ronde, c'est la passion. Au fond, pour moi, ça c'est quelque chose. Alors, ce soir, vous êtes une assemblée où je ne peux pas le faire, mais d'habitude, je mets mes tripes sur la table pour parler de ça. Il y a des entreprises qui sont hyper processées, les industriels, hyper capitalistiques, avec tout un tas de choses. Mais nos métiers, ce n'est pas ça. Nos métiers, ce qui fait avancer aujourd'hui nos métiers, c'est cette passion qui donne derrière une logique d'engagement, qu'on a entendu dans cette dernière table ronde, qui donne une logique d'engagement, de responsabilité, de présence. Et c'est ça qui fait que, je crois, on peut avoir confiance dans l'évolution de nos entreprises pour le futur, et elles seront au rendez-vous des prochaines évolutions sociétales. Voilà. Je vous remercie pour tout ce temps. Je remercie encore les intervenants pour la qualité de l'intervention. Et puis, je me retourne vers vous pour la suite. Allez, c'est moi qui l'ai dit. On va vous offrir, juste avant, on va vous offrir une dernière photographie complète de ce que représentent les entreprises du CERS. On s'est amusé à rassembler les 3 fameux nuages de mots. Et donc, vous voyez, réactivité, engagement, échange, décarbonation. Ils y sont tous. Merci à tous d'avoir assisté à cet anniversaire. Qu'est-ce qui nous attend maintenant, Président ? Quelque chose auquel on ne peut pas déroger, ça c'est clair. Dans nos métiers, ce qui compte, je me permettrai de le dire comme ça, c'est d'aller boire un coup, tous ensemble, et d'avoir un moment de convivialité. Donc, je crois que c'est le moment. Allons-y. On descend.
C'était bien, vous avez